Chapitre 5. Quelques jours après, Virginia et son chevalier servant aux cheveux bouclés chevauchaient dans les prés de Brockley. En franchissant une haie, Virginia se fit un tel accroc à son habit qu'elle résolut de rentrer dans la maison par l'escalier de service, pour qu'on ne la voie pas. Comme elle traversait la salle des tapisseries, dont la porte était ouverte, elle crut voir quelqu'un à l'intérieur, et, pensant que c'était la femme de chambre de sa mère, qui venait parfois s'installer là avec son ouvrage, elle jeta un coup d'œil dans la pièce pour lui demander de recoudre son habit. À son immense surprise, elle reconnut le fantôme de Canterville en personne. Assis près de la fenêtre, il contemplait l'or finissant des frondaisons jaunies qui voletaient dans l'air et les tourbillons dansants des feuilles rouges le long de la grande allée. Le front penché au creux de sa main, toute son attitude trahissait une profonde détresse. En vérité, il paraissait si désemparé, si mal en point, que la petite Virginia, dont la première idée avait été de se sauver, pour s'enfermer à double tour dans sa chambre, se sentit tellement émue qu'elle résolut d'essayer de le consoler. Elle marchait d'un pas si léger que, dans son accablement, il ne s'aperçut pas de sa présence avant qu'elle ne lui ait adressé la parole. « Je vous plains beaucoup, dit-elle, mais mes frères partent demain pour Eton. Si vous vous tenez tranquille, personne ne vous fera d'ennui. » « Il est absurde de me demander de me tenir tranquille, répliqua-t-il, regardant, ébahi, cette ravissante enfant qui s'était risquée à lui parler. Totalement absurde. Je dois faire teinter mes chaînes, gémir par les trous de serrure et me promener la nuit si c'est à cela que vous faites allusion. C'est ma seule raison d'exister. Ce n'est pas du tout une raison d'exister, et vous savez très bien que vous avez été très méchant. Madame Mumney nous a dit que le jour de votre arrivée ici, vous aviez tué votre femme. D'accord, je l'admets, dit le fantôme avec vivacité. Mais c'était un problème purement familial et qui ne concernait personne d'autre. C'est très mal de tuer des gens, dit Virginia qui faisait parfois preuve d'une charmante rigueur puritaine, héritée de quelques lointains ancêtres de Nouvelle-Angleterre. Oh, je déteste la misérable austérité de cette éthique abstraite. Ma femme était très laide. Mes fraises n'étaient jamais bien amidonnées, et elle n'entendait rien à la cuisine. Tenez, je pense à ce dingue que j'avais abattu dans le bois de Hogley. Un superbe daguet, et savez-vous comment elle l'a fait servir à table ? Enfin, peu importe. Tout ça est bien loin, et même si je l'avais tué, je crois que ce n'était guère courtois de la part de ses frères de me laisser mourir de faim. Vous laissez mourir de faim ? Oh, monsieur le fantôme, je veux dire Sir Simon. Avez-vous faim ? J'ai un sandwich dans mon sac. Voulez-vous que je vous le donne ? Non merci, je ne mange plus rien maintenant, mais c'est très gentil de votre part. Vous êtes beaucoup plus aimable que le reste de votre détestable famille, grossière, vulgaire et malhonnête. Arrêtez ! Cria Virginia en tapant du pied. C'est vous qui êtes détestable et vulgaire, et grossier. Quant à la malhonnêteté, vous savez très bien que vous avez volé mes tubes de peinture, pour essayer de refaire cette tache de sang ridicule dans la bibliothèque. D'abord, vous avez pris tous les rouges, y compris le vermillon, ce qui fait que je ne pouvais plus peindre de coucher de soleil. Puis vous avez pris le vert émeraude et le jaune chrome. Et pour finir, il ne me restait que l'indigo et le blanc de Chine, et je ne pouvais plus faire que des clairs de lune, ce qui est toujours déprimant à regarder, et en plus très difficile à réussir. J'étais excédé, et tout ça était vraiment ridicule. Mais jamais je ne vous ai dénoncé. A-t-on jamais vu du sang vert émeraude ? Vous avez raison, dit le fantôme, l'air plutôt déconfit. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est très difficile de se procurer du vrai sang de nos jours. Et c'est votre frère qui a commencé avec son super détersif. Je ne vois pas pourquoi, moi, je n'aurais pas pris vos peintures. Quant à la couleur, c'est toujours une affaire de goût. Les Canterville ont du sang bleu, par exemple, le plus bleu d'Angleterre. Mais je sais bien que ce genre de détails ne vous intéresse pas, vous autres les Américains. Vous ne savez rien du tout, et ce que vous pourriez faire de mieux, ce serait d'émigrer et de vous cultiver un peu. Mon père sera trop heureux de vous offrir un voyage gratuit, et bien qu'il y ait des droits énormes à payer sur l'esprit de vin, vous n'aurez pas de problème à la douane, car tous les employés sont démocrates. Une fois à New York, vous êtes sûr d'obtenir un énorme succès. Je connais des tas de gens qui donneraient 100 000 $ pour avoir un grand-père. Alors vous pensez, un fantôme de famille ? Je ne crois pas que l'Amérique me plairait.
Parce que nous n'avons pas de ruines et de curiosités, je suppose, dit Virginia d'un ton ironique. Pas de ruines? Pas de curiosité? S'exclama le fantôme. Vous avez votre marine et vos manières. Bonsoir, je vais aller demander à papa de s'arranger pour que les jumeaux aient une semaine de congé en plus. Je vous en prie, Miss Virginia, ne partez pas, s'écria-t-il. Je suis si seul et si malheureux, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je voudrais dormir et je n'y arrive pas. Ça ne tient pas debout. Vous n'avez qu'à vous coucher et souffler la bougie. C'est quelquefois très difficile de rester éveillé, surtout à l'église. Voyons, même les bébés savent comment s'y prendre, et ils ne sont pourtant pas bien malins. Je ne dors pas depuis 300 ans, dit le fantôme, et les beaux yeux bleus de Virginia se dilatèrent d'étonnement. 300 ans que je n'ai pas fermé l'œil, et je suis si fatigué. Virginia prit un air très grave, et ses lèvres fines frémirent comme des pétales de rose. Elle s'approcha, s'agenouilla à côté de lui, et leva les yeux vers son vieux visage fripé. « Pauvre, pauvre fantôme, murmura-t-elle. Vous n'avez vraiment aucun endroit où dormir ?»« Bien loin, au-delà des pinèdes, répondit-il à voix basse et rêveuse, il y a un petit jardin. L'herbe y pousse haute et drue. Les grandes étoiles blanches de la ciguë fleurissent. Le rossignol y chante toute la nuit. Toute la nuit il chante, et la froide lune de cristal le regarde, et les ifs étendent leurs ramures géantes au-dessus des dormeurs. » Les yeux de Virginia se remplirent de larmes, et elle se cacha le visage dans les mains. « Vous voulez dire le jardin de la mort ?» chuchota-t-elle. « Oui. La mort. La mort doit être si belle. Reposez dans la douce terre brune, avec l'herbe qui ondule au-dessus de votre tête, et écoutez le silence. Ne connaître ni hier ni lendemain. Oublier le temps, oublier la vie, être en paix. Vous pouvez ouvrir pour moi les portes de la maison de la mort, car l'amour toujours vous accompagne, et l'amour est plus fort que la mort. » Virginia se mit à trembler. Un frisson glacé la parcourut, et pendant quelques instants régna le silence. Elle avait l'impression d'être plongée dans un terrible rêve. Puis le fantôme prit la parole, et sa voix murmura comme un souffle de vent. « Avez-vous jamais lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque ?»« Oh, souvent !» s'écria la petite fille en levant les yeux. « Je la connais très bien. Elle est peinte en drôles de lettres noires, et c'est difficile à lire. Elle n'a que 6 lignes. »« Quand une fille aux cheveux d'or viendra, qu'une prière aux lèvres du pécheur naîtra, quand l'amandier stérile ses fruits prodiguera, qu'une petite enfant ses larmes donnera, alors dans la maison le calme renaîtra, et qu'Anterville enfin la paix retrouvera. » Mais je ne sais pas ce qu'elle signifie. « Elle signifie, dit-il tristement, que vous devez pleurer pour mes péchés, car je n'ai pas de larmes, et prier pour mon âme, parce que je n'ai pas de foi. Et si vous avez toujours été douce et gentille, l'ange de la mort aura pitié de moi. Vous verrez des formes effrayantes dans l'obscurité, et des voix maléfiques vous chuchoteront à l'oreille. Mais elles ne vous toucheront pas, car, contre la pureté d'une enfant, les puissances de l'enfer sont désarmées. » Virginia ne répondit pas, et le fantôme se tordit les mains de désespoir, les yeux baissés sur le casque d'or de sa tête inclinée. Soudain, elle se redressa, très pâle, avec une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, dit-elle avec fermeté, et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège avec un faible cri de joie, lui prit la main avec une grâce surannée, y déposa un baiser. Ses doigts étaient aussi froids que la glace, et ses lèvres brûlaient comme le feu. Mais Virginia n'eut pas d'hésitation, tandis qu'elle lui faisait traverser la pièce obscure. Les petits chasseurs qui ornaient la tapisserie au ton vert fané se mirent à souffler dans leurs trompes festonnées de pompons, et, de leurs mains minuscules, lui firent signe de battre en retraite. « Retourne en arrière, petite Virginia, retourne en arrière !» Mais le fantôme lui étreignit la main, et elle ferma les yeux pour ne pas les voir. D'horribles animaux à queue de lézard et aux yeux globuleux battirent des paupières, du haut de la cheminée au montant de bois sculpté, en murmurant «
Prends garde, petite Virginia, prends garde. On ne te reverra peut-être plus. » Mais le fantôme allait de plus en plus vite, et Virginia ne les écoutait pas. Comme ils atteignaient l'autre bout de la pièce, le fantôme s'arrêta et murmura quelques mots qu'elle ne put comprendre. Elle ouvrit les yeux, vit le mur qui se dissipait lentement comme un écran de brume, et une vaste caverne noire s'ouvrait devant elle. Un vent froid et mordant les enveloppa, et elle sentit quelque chose qui tiraillait sa robe. « Vite, vite !» cria le fantôme, « ou il sera trop tard !» L'instant d'après, les boiseries se refermaient derrière eux, et la salle des tapisseries fut vide.